Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page. Aujourd'hui on parle du français et plus précisément du commentaire composé. Alors vous le savez déjà, je préfère remplacer la notion d'objectif pédagogique par celle de savoir acquérir. Car en effet j'estime que cette nouvelle notion cadre mieux avec l'APC. Bien, le savoir acquérir de cette vidéo est simple. L'élève doit savoir s'inspirer de la consigne donnée sur l'épreuve pour ceux qui choisissent un commentaire composé afin de réussir cet exercice. On va prendre un exemple de consigne. Sans discuter sur le fond de la forme, vous ferez de cet extrait un commentaire composé en recourant au type de phrase, aux procédés lexicaux, aux temps verbaux, etc. Vous pourrez montrer, si cela vous agrée, comment le renvoi de Denise du magasin suscite le mécontentement de Mouret. Bien, la première chose à savoir, c'est que la consigne qu'on vous donne à l'épreuve, chers candidats, n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi ceux qui conçoivent le sujet écrivent bien, vous pouvez montrer si vous le voulez ou si cela vous agrée. Ça veut dire que vous n'êtes pas tenu de respecter le plan de la logique de celui qui a fait le sujet, qui a conçu le sujet. Première chose à savoir. Donc, c'est un réflexe un peu paresseux de toujours suivre de manière automatique la logique de la consigne du sujet. Vous pouvez avoir une autre démarche, plus intéressante même que celle proposée par l'épreuve. Vous pouvez faire preuve d'originalité et de créativité. Alors, deuxième point, à supposer même que vous suiviez la logique de l'épreuve chez candidat, vous allez vous rendre compte que le sujet donne les deux centres d'intérêt, mais ne donne pas l'idée générale. Si vous regardez bien, on dit comment le renvoi de Denise du magasin suscite le mécontentement de Mouret. Donc, premier centre d'intérêt, le renvoi de Denise. Second centre d'intérêt, le mécontentement de Mouret. Ça veut dire qu'entre Denise et Mouret, il y a bien une certaine relation qui pourrait être d'intimité. Comment faire lorsque l'épreuve à l'examen ou bien lors d'une évaluation donne les deux centres d'intérêt mais ne propose pas l'idée générale? C'est plus facile. Parce qu'il y a des cas où l'épreuve donne plutôt l'idée générale sans donner les deux centres d'intérêt. Vous cassez donc en deux. Qu'est-ce que l'idée générale? Il s'agit d'un terme fédérateur, englobant, globalisant, réunissant dans les centres d'intérêt. Si par exemple l'idée générale c'est la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, le centre d'intérêt 1, ce sont les causes et le centre d'intérêt 2, les conséquences de la guerre. Aussi simple que ça. À l'introduction, l'idée générale correspond donc au problème d'une dissertation. Or, vous le savez si bien, le problème c'est ce dont il est question. Parlons de questions justement. Troisième point. Le commentaire composé ne suscite aucun débat. On vous dit bien de montrer. Ça veut dire qu'on se rapproche d'un plan analytique. Est-ce à dire qu'il n'y a donc pas de problématique? Alors là, les professeurs de français se divisent. Dans le département des Bamboutos à l'ouest Cameroun, plus précisément au lycée Blaise de Bouddha Banok, ce problème s'est posé. Alors il y avait le censeur, ou celui en général, je me rappelle plutôt M. Seignou Raymond, plec de français, qui semblait s'opposer à l'AP, aussi plec. Et il y avait donc ce conflit. Pour M. Raymond, il n'y a pas de problématique en commentaire composé car il s'agit d'un compte rendu de lecture. Il semblerait que cet animateur pédagogique ou animatrice pédagogique défendait l'idée contraire. Il semblait reconnaître l'existence d'une problématique en commentaire composé. Il y aurait même une troisième thèse, celle de Tadia Beko, qui disait qu'on peut annoncer le plan sous forme de questions en commentaire composé, mais il n'y a pas de problématique. Face à cela, l'inspecteur pédagogie régional Justin Capdieu a donc été appelé à intervenir pour trancher le débat. Vous savez qu'entre les chefs de département et les membres de l'administration, il y a toujours ce conflit-là.
le chef de département estime que c'est son département et que c'est à lui d'orienter la pédagogie dans son département. Le censeur ou le surveillant général estime qu'il fait partie de l'administration et que l'administration a un volet pédagogique et que l'AP n'est pas au-dessus de lui. Donc il y a toujours ce petit conflit. Et parfois pour trancher, si le proviseur ou chef d'établissement est plein de français, il fait une résolution interne, mais généralement ce sont les inspecteurs pédagogiques régionaux et même nationaux qui interviennent pour faire une résolution externe. Comment est-ce que l'inspecteur a réagi face à ce débat qui sépare les profs de français, même au-delà du Cameroun, c'est-à-dire à l'international? Beaucoup se réfèrent même à la France, en oubliant que la France ne dit pas commentaire composé, mais commentaire littéraire. Vous voyez la différence? En France, c'est vrai qu'on formule une problématique, mais elle a un seul sens, celui de montrer quelque chose. Toutes les vidéos que vous allez voir sur YouTube, tous les sites français, ne parlent que d'une problématique démonstrative, du genre en quoi, dans quelle mesure. Ce ne sont pas des problématiques, désolé, même la France se trompe. La problématique, c'est ce qui remet en question une opinion. S'il n'y a pas de débat ou problème, alors il n'y a pas de problématique. Sauf si vous voulez me dire en tant que professeur de français qu'il y a deux types de problématiques. Les problématiques démonstratives d'une part et les problématiques discursives ou bien polémiques d'autre part. Aucun dictionnaire français ne donne une autre définition de problématique en dehors de celle qui consiste à concasser un problème fondamental en plusieurs sous-problèmes ou du moins à remettre en question une affirmation. Du moment où il n'y a pas de débat, selon moi, c'est mon humble avis, il n'y a pas de problématique. La problématique, c'est la femme du problème. Et le problème est considéré comme le mari. C'est l'allégorie du mariage qui estime le rapport entre les deux. Un homme peut avoir une seule femme, problématique en une question, comme plusieurs femmes, problématique en plusieurs questions s'il est polygame. Du moment où le commentaire composé n'exige pas un problème à l'introduction, mais remplace la notion de problème par celle d'idée générale, alors ce serait un peu difficile. En tout cas, l'inspecteur a tranché à sa façon. Pour lui, c'est vrai, en principe, il n'y a pas de problématique au commentaire composé, mais par exception, un texte à connotation philosophique ou bien un texte à tonalité polémique suscite une problématique. C'est le cas dans La Croix du Sud de Joseph Ngoué, où la fille de Wilfrid choisit son père. Il y a une problématique. Moi, je vais poser ce problème-là aux profs de français et correcteurs d'examen d'une autre façon. Si le candidat à l'examen probatoire au baccalauréat formule la problématique dès son introduction, avant d'annoncer les centres d'intérêt, vous laissez ou bien vous barrez la copie. Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous normalisez. Si vous barrez la copie, il y a aussi un problème. Peut-être sa problématique est du style français. En quoi le renvoi de Denise provoque le mécontentement de Mouret. Peut-être qu'il faut mettre en rouge à côté de la copie étape inutile ou bien pas besoin. Quitter de l'idée générale au centre d'intérêt. Parce qu'en réalité, ce sont les deux étapes de l'introduction au commentaire composé. Vous situez le texte dans son contexte et vous quittez de l'idée générale au centre d'intérêt. Donc en réalité, vous pouvez même faire l'introduction du commentaire composé en 3 phrases seulement. La première phrase situe le texte dans son contexte. La deuxième phrase dans l'idée générale. Et la troisième, le centre d'intérêt. Donc voilà comment on peut résoudre et orienter ce débat au niveau des examens officiels. Si l'élève formule, que fait-on? De toutes les façons, dans cette vidéo, je vous propose une introduction désordonnée, comme celle-ci. C'est ainsi qu'elle est licenciée. Dans cette œuvre, il montre la souffrance que l'héroïne Denise a endurée pour situer sa famille. Elle est soupçonnée d'avoir une intimité avec quelqu'un et de travailler pour une autre entreprise, ce qui ne laisse pas Mouret sans réaction. Et ainsi, notre développement aura 2 parties majeures.
le licenciement de Denise, puis le mécontentement de Mouret. Il est donc question dans ce texte de parler du rapport entre Denise et Mouret. Au bonheur des dames est un roman dont l'auteur est Émile Zola. Cette dernière a d'ailleurs des problèmes dans l'entreprise où elle travaille. Et on passe au corrigé. Au bonheur des dames est un roman dont l'auteur est Émile Zola. Dans cette œuvre, il montre la souffrance que l'héroïne Denise a endurée pour situer sa famille. Cette dernière a d'ailleurs des problèmes dans l'entreprise où elle travaille. Elle est soupçonnée d'avoir une intimité avec quelqu'un et de travailler pour une autre entreprise. C'est ainsi qu'elle est licenciée, ce qui ne laisse pas Mouret sans réaction. Jusqu'ici, on a situé le sujet ou le texte dans son contexte. Il est donc question dans ce texte de parler du rapport entre Denise et Mouret, c'est l'idée générale. Ainsi, notre développement aura deux parties majeures, le licenciement de Denise, puis le mécontentement de Mouret. Là, on a annoncé les centres d'intérêt. Et je propose qu'on change justement le titre de cette dernière partie de l'introduction au commentaire composé. Au lieu de dire annonce du plan, on ferait mieux de dire annonce des centres d'intérêt. Alors on passe à une introduction sur le même extrait. Digne représentant du réalisme français, il est l'auteur de plusieurs romans parmi lesquels Au bonheur des dames. Dans cet extrait, l'auteur fait référence au rapport entre Mouret et Denise. Notre analyse sera axée sur deux centres de réflexion, le renvoi de Denise et le mécontentement de Mouret. Émile Zola est un écrivain français. L'extrait à commenter est justement tiré de cette œuvre, aux éditions Paris, Fasquelle, 1883, chapitre 6, aux pages 212 et 213. Il s'agit d'un roman qui peint la réalité de la société française et dont l'héroïne est Denise. En passant, vous savez tous, chers candidats, que la formule, le texte soumis à notre commentaire, n'est pas interdite, mais comme elle est déjà très vulgaire, on vous déconseille de l'utiliser. On passe au corrigé. Émile Zola est un écrivain français. On appelle cette méthode la méthode octoriale. C'est-à-dire vous débutez votre première phrase du commentaire composé par le nom de l'auteur. André Brink est un romancier qui a peint la ségrégation raciale en Afrique du Sud. En effet, dans son œuvre Une saison blanche et sèche, il faut continuer. Alors que dans la première introduction que je vous ai proposée, on commence plutôt par le titre de l'œuvre. C'est la méthode éditoriale. Vous pouvez aussi débuter l'introduction de votre commentaire composé en rappelant rapidement ce qui s'est passé avant l'extrait. C'est la méthode de l'antériorité. Donc, il y a au moins 3 méthodes pour engager votre introduction de commentaire composé. On récapitule. Soit vous commencez par le nom de l'auteur, vous pouvez donner son courant, comme ici, digne représentant du réalisme français. Vous pouvez commencer par le titre de l'œuvre avant de dire le nom de l'auteur. Comme vous pouvez commencer par rappeler rapidement ce qui s'est passé. Les correcteurs seront plus séduits par cette méthode-là, qui consiste à rappeler ce qui s'est passé, parce qu'ils sentent que vous avez lu l'œuvre en question et que vous savez même à quel niveau se situe l'extrait à commenter. Vous séduisez les correcteurs lorsque vous commencez votre introduction de commentaire composé par le rappel succinct de quelques lignes antérieures avant l'extrait à commenter. Ça montre que vous lisez, car on a une jeunesse qui ne lit plus, qui ne se documente pas du tout et qui est intéressée par des bêtises sur les réseaux sociaux. Donc, lisez. Lisez vraiment, lisez beaucoup. Soyez assez cultivé et montrez au correcteur que vous maîtrisez l'extrait que vous commentez. Surtout au niveau des paratextes. Alors, la fin de cette introduction paraît d'un style plus alléchant. Notre analyse sera axée sur 2 centres de réflexion, le renvoi de Denise et le mécontentement de Mouret. Selon un certain Aoula Sastev, l'élève peut annoncer son plan en copiant les données de l'épreuve. Du genre, nous allons faire de ce texte un commentaire en nous appuyant sur les figures de style, les types de phrases, les champs lexicaux. Pour lui, on doit dire ça. En fait, l'élève peut annoncer ses centres en recopiant tout ce tralala. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous de son avis? A-t-il raison? J'attends vos réactions en commentaire.